Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les grands procès de l'histoire de l'affaire Troppmann au procès d'Outreau, c'est le titre de l'ouvrage d'Emmanuel Pierrat aux éditions de La Martinière. Franck Ferrand reçoit l'auteur cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Emmanuel Pierrat est avocat et conservateur du musée du barreau de Paris. Le très bel ouvrage qu'il vient nous présenter cet après-midi est une collection de petits trésors judiciaires. Et pour nous mettre en jambes, si vous le voulez bien, je vais vous raconter là dans un instant l'affaire du Petit Clamart en 1962. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Aurélien sur les origines du titre de garde des Sceaux. Ou l'art de rester dans la note. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Mercredi 22 août 1962, le Conseil des ministres a eu lieu dans l'après-midi. Le général de Gaulle ne tarde pas, à l'issue du Conseil, à quitter l'Élysée. On est donc dans la soirée, il est un peu plus de 19h30, lorsqu'il monte à bord de la déesse présidentielle. Alors, n'oublions pas qu'il y a eu quelques mois plus tôt un attentat à Pont-sur-Seine et que, bien entendu, les services de sécurité présidentielle sont sur les dents. Et l'on a pris la décision de désormais transporter le président jusqu'à son domicile de Colombey-les-Deux-Églises par voie aérienne. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture présidentielle va aller de l'Élysée jusqu'à l'aérodrome de Villacoublay, puis l'avion le transportera jusqu'à Saint-Didier, et de Saint-Didier ensuite on finira bien entendu par la route jusqu'à Colombey-les-Deux-Églises. Ce qui veut dire que ceux qui voudraient attenter à la vie du chef de l'État n'ont que deux moyens de le faire, soit intercepter la voiture entre l'Élysée et Villacoublay, soit l'intercepter entre Saint-Dizier et Colombey-les-Deux-Églises. Alors la voiture dont je parle, c'est une DS de série, elle est conduite par un chauffeur de l'Élysée, Francis Maroux. Il y a à côté de lui le gendre du président de la République, le colonel de Boissieu, qui donc est à l'avant, et puis à l'arrière, Madame de Gaulle, qui se retrouve à la droite du général. Et puis dans une deuxième voiture, également une DS, ont pris place, outre le chauffeur, René Casselin, un commissaire de police, Henri Puissant, un des gardes du corps du général, Henri Jouder, et puis le médecin militaire Degaut. Les deux voitures sont escortées par des motocyclistes qui s'appellent Robert Henry et Marcel Herman. Ils vont devenir célèbres dans quelques instants. Évidemment, pour l'instant, ils sont loin de s'en douter. Il n'y a pas de mesure de sécurité spéciale. Les deux voitures ne se distinguent par aucun signe particulier. Maroux obéit aux règles classiques de la circulation, s'arrête au feu rouge, etc. Les deux motards doivent rester derrière les voitures et leur consigne est de n'intervenir qu'en cas d'embouteillage. Le colonel de Boissieu a indiqué au chauffeur l'un des deux itinéraires possibles pour aller à Villacoublay, c'est celui qui passe par le Petit Clamart. Alors on avance, vous voyez, on va prendre donc par les Invalides, le boulevard du Montparnasse, l'avenue du Maine, etc. Dans l'avenue de la Libération, Maroux appuie un peu sur l'accélérateur parce que c'est une consigne habituelle du général de Gaulle qui trouve qu'on ne va jamais assez vite. Il roule à ce moment-là à 90 à l'heure, il est environ 20 heures, c'est-à-dire qu'en fait, il ne fait plus tout à fait jour, mais il ne fait pas encore nuit. Vous savez, c'est cette fameuse période entre chien et loup qui est assez redoutable pour les automobilistes, car il est assez difficile d'apprécier à ce moment-là les distances et ce qui peut se trouver sur le chemin. Le cortège arrive bientôt au rond-point du Petit Clamart, c'est-à-dire qu'il est à ce moment-là à 4 km du terrain d'aviation. Le colonel de Boissieu est assez surpris parce qu'il aperçoit à ce moment-là un homme qui, sur l'avenue de la Libération, donc à hauteur du château d'eau, agite un journal largement déployé. Lorsqu'on est un peu sur ses gardes, ça fait partie des signes qui sont inquiétants. La déesse présidentielle à ce moment-là est à plus de 100 à l'heure. Il est 20h10. Le mieux, c'est qu'à ce moment, je cède la parole à celui qui est devenu le général de Boissieu, donc au gendre du président de la République, qui nous raconte exactement ce qu'il a vécu. Bon, j'étais à l'avant de la voiture, à côté du chauffeur, et j'ai donc été le premier à apercevoir un homme à côté, sur la chaussée, avec une arme. Tout de suite, donc j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et j'ai crié une première fois à mon beau-père, « Père, baissez-vous ». À ce moment-là, on arrive près de l'homme, il dit « Je reverrai toujours » parce qu'il avait un visage complètement déformé, et je revois le canon de la mitraillette qui bouge comme ça, qui sursaute. Il dit « Ça, c'est une image qui est marquée en moi ». Et puis, tout éclate.
Alors, on a des balles qui passent partout, le plafond intérieur, le revêtement intérieur tombe, les balles passent, en particulier il y en a une qui passe entre les jambes du couple présidentiel, puisqu'on trouvera la douille entre les pieds de Madame de Gaulle. Bon, et là, la voiture bouge, un peu éclate, Marou me regarde, et je lui dis, d'un air de dire, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, foncez, foncez, foncez. Ce qui a sans doute, effectivement, là, Marou a été extraordinaire, parce qu'il a sans doute sauvé de Gaulle aussi. La voiture bouge comme ça, on s'en sort, et je vois la seconde voiture. Et là, je me suis dit, on est foutu parce qu'ils vont nous avoir. Et je me retourne, or, le général et la femme étaient toujours assis normalement. Et là, j'ai hurlé, père, je vous prie, baissez-vous. Pour la seconde fois. Il dit, là, j'ai dû hurler tellement fort que, effectivement, il s'est baissé. Et au moment où il s'est baissé, il y a une balle qui a été tirée par Vatin, on saura après, qui a traversé la vitre à l'endroit où était la tête de Gaulle. Et ça, c'est vrai que ça l'a sauvé. Alors le général de Gaulle va poser la question à son gendre et lui dit « Mais les policiers, que font-ils? Ils ne tirent pas ?» Ils prennent des balles pour nous, répond le colonel de Boissieu, qui se cramponne à la portière de la voiture. Il faut imaginer cette voiture qui tangue complètement. Francis Marou, le chauffeur, applique donc les consignes. Il fonce, il a quand même 2 pneus crevés. La voiture s'en va comme elle peut. On va finir par regagner de cette façon l'aéroport de Villacoublay. Et là, il faut quand même constater qu'il n'y a pas eu de blessés. C'est un véritable miracle, cette histoire. Les balles ont fusé de partout. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Quand même, le général, en descendant de la voiture, époussette ses manchettes sur lesquelles il y a du verre pilé. Il dit « Cette fois, c'était tangent ». Un extrait de la damnation de Faust sur Europe 1, la marche hongroise interprétée par Sir George Solti. Et cet après-midi, dans Cœur de l'Histoire, nous parlons des grands procès de l'histoire avec l'attentat du Petit Clamart. Alors évidemment, l'enquête va très vite puisque les témoins parlent. Il y avait pas mal de témoins autour des événements. Les conjurés ont commis toutes sortes de fautes. Et puis, c'est vrai que les policiers vont, dans cette affaire, être aidés par le hasard. On arrête donc l'un après l'autre les conjurés qui tombent entre les mains de la police. Enfin, pas tous, une partie d'entre eux en tout cas. Le dernier arrêté, c'est le plus important, c'est le lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thierry de l'armée de l'air. Il est interpellé le 15 septembre. Alors, en 3 semaines, le commissaire chargé de l'enquête qui s'appelle Bouvier va arrêter 9 conjurés avec l'aide de tous ses inspecteurs, bien entendu. Il y en a 6 qui sont en fuite. L'un d'eux sera arrêté au cours du procès. Tous sont inculpés d'atteinte contre l'autorité de l'État avec usage d'armes. C'est un crime prévu et réprimé par les articles 86 et 91 du Code pénal. Et à cela s'ajoute, pour les principaux accusés, les tentatives d'homicide volontaire avec guet-apens. Alors là, ce sont tout un ensemble d'articles du Code pénal. Mais ce qui est simple, c'est que la peine prévue est toute simple, c'est la mort, tout simplement. Question:
quelle va être la juridiction? Parce que c'est tout le problème. Est-ce qu'on va juger ces conjurés comme ceux de l'attentat de Pont-sur-Seine, c'est-à-dire est-ce qu'on va les faire passer devant une cour d'assises ou est-ce qu'ils vont passer devant une juridiction spéciale? On est dans une époque extrêmement particulière. N'oubliez pas qu'il vient d'y avoir à Alger un putsch des généraux. En avril 1962, le général Jouhaud et un mois plus tard le général Salan ont comparu devant un haut tribunal militaire. Alors Jouhaud a été condamné à mort, c'est qu'il a été gracié par le général de Gaulle in extremis. Quant à Salan, il n'a été condamné, si je puis dire, qu'à la réclusion perpétuelle. Et ça, à l'époque, ça a été une énorme surprise. On sait qu'au moment où le verdict a été prononcé, c'était le 23 mai 1962. Le président de la République, le général de Gaulle, était à l'Élysée en train de recevoir le président de la Mauritanie. Et quand il a appris la nouvelle, il a été assez choqué. Il aurait confié à un intime. Le haut tribunal militaire accorde un encouragement à la subversion et commet un affront à mon égard. Il faut le désavouer. Il faut le désavouer, c'est-à-dire qu'il faut que l'État crée un nouveau tribunal. Alors, le général aurait songé sur le champ à instituer une cour martiale pour condamner Salan à mort, mais finalement, il change de tactique et puisque ce qui est fait, il va falloir trouver, se dit-il, un autre moyen pour qu'on ne voit pas de nouveau des juges se montrer cléments envers ceux qui, selon le général de Gaulle, attentent directement à la sûreté de l'État. Le 27 mai, le haut tribunal militaire est supprimé et il est remplacé par une cour militaire de justice qui va être composée de 5 officiers et de 5 sous-officiers. Et l'on confie la présidence de cette cour militaire au général de l'Armina. Alors, il y a là un drame puisque le général de l'Armina accepte extrêmement mal cette nomination. Voilà ce qu'il écrit le 11 juin à un cousin. « Crois-tu donc que j'ai accepté de gaieté de cœur la présidence de la nouvelle cour militaire de justice? J'ai fait toutes les objections que je devais faire et j'ai dû m'incliner devant un intérêt supérieur, celui du pays, bien au-delà de la personne de Gaulle. Ma conviction profonde est qu'il faut l'aider quoi qu'il en coûte. Seulement, le général de l'Armina est très fatigué, il souffre de blessures qui sont des blessures de guerre, bien entendu, et il n'arrivera pas à surmonter ses scrupules. Vous savez qu'il va se donner la mort après avoir écrit au général de Gaulle. Voilà ce qu'il écrit au chef de l'État. « Je n'ai pas pu physiquement et mentalement accomplir le devoir qui m'était tracé. Je m'en inflige la peine, mais je tiens à ce qu'il soit su que c'est ma faiblesse et non votre force et votre lucidité qui est en cause. Respectueusement, en souvenir des grandes heures de 1940, écrit le général de l'Armina. » Alors, évidemment, tout ça crée beaucoup de désordre. En octobre, le Conseil d'État déclare la Cour militaire de justice illégale eu égard à l'importance et à la gravité des atteintes que l'ordonnance qu'il avait créée apportait aux principes généraux du droit pénal en ce qui concerne notamment la procédure qui est prévue et l'exclusion de toute voie de recours. Et oui, on ne peut pas, lorsque la Cour militaire s'est prononcée, on ne peut pas faire d'appel, on ne peut même pas aller en cassation. Ça, évidemment, c'est ce que le Conseil d'État a jugé impossible. Et non seulement le Conseil d'État annule les actes de la Cour pour l'avenir, mais il considère en quelque sorte que cette Cour n'a jamais existé. Vous imaginez le scandale, le Premier ministre Georges Pompidou fait un communiqué incendiaire, il faut vite créer une autre juridiction pour remplacer la Cour militaire de justice. Alors, au mois de décembre, le gouvernement soumet un projet de loi au Parlement qui porte création d'une Cour de sûreté de l'État. Cette Cour de sûreté de l'État, elle va être votée par l'Assemblée à 263 voix contre 186 après des débats très houleux. Il faut imaginer qu'on est dans une période d'interrogation profonde sur la nature même du droit. On y reviendra tout à l'heure avec mon invité. Finalement, par décret en date du 16 janvier, le gouvernement renvoie Bastien Thierry et ses complices, donc les coupables les conjurés de l'attentat du Petit Clamart. Il les renvoie, et alors là, tenez-vous bien, devant la Cour militaire de justice. Cette Cour militaire de justice, tout le monde croyait qu'elle n'existait plus. Et oui, mais sauf qu'elle était valide jusqu'au 25 février et qu'on ouvre le procès du Petit Clamart le 28 janvier. Inutile de vous dire que ça, c'est donner des armes considérables à la défense. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Merci de votre fidélité en ce dimanche, peut-être de retour de vacances. Alors courage et patience si vous êtes dans les embouteillages. Au cœur de l'histoire revient dans quelques instants avec Franck Ferrand sur Europe 1 et partout en France et même dans le monde. Allez, on peut rêver sur notre site europe1.fr. Relève-toi dans ce tour. Ce n'est que le début du combat, que l'aube d'un nouveau jour. Relève-toi, quitte à te brûler les ailes. Pense à la fierté que tu auras d'avoir touché le ciel. Tu es le présent, l'avenir. Tu es le meilleur et le pire. Celui qui reste debout quand d'autres tombent sous les coups. Et si tu lis l'indifférence dans le regard quand tu te lances, lève les poings, saisis ta chance. Ton rêve avance. Ton rêve avance. De rêve, un titre signé Ben l'Oncle Soul, sorti en 2014, un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, nous parlons de l'attentat du Petit Clamart. C'est un militaire, bien entendu, le général Gardet, qui ouvre la première séance de cette cour militaire qui va donc juger les conjurés du Petit Clamart. Or, il n'y a dans le box, il devrait y avoir 9 accusés, il n'y a que Étienne Ducasse, qui a 23 ans, qui est étudiant en droit, qui a l'air un petit peu perdu dans le box. Le président s'adresse aux avocats. Messieurs les défenseurs, je constate l'absence des autres prévenus. Avez-vous des explications ? C'est Maître Le Corollaire qui, au nom de ses collègues, de ses 16 collègues, va se lever. Il dit avoir appris que les accusés ont refusé de comparaître et se trouvent dans leur cellule. Bon, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Ils seront présents dès la séance de l'après-midi. Je vous propose d'entendre dans la voix de Frédéric Potcher, qui à l'époque s'occupait de la justice sur Europe 1, je vous propose d'entendre l'ambiance qui régnait dans cette cour militaire. La composition de votre cour militaire de justice n'est pas valable. Nous réclamons la possibilité de nous pourvoir en cassation. La procédure est nulle. Nous sollicitons le sursis à statuer tant que nous ne connaîtrons pas les causes de la mort en prison du commandant Niot. La défense des conjurés du Petit Clamart dès le début du procès fait feu de tout bois. Tout est prétexte à incident et à conclusions qui sont toutes repoussées. Cette cour militaire de justice est un tribunal d'exception créé par ordonnance du 1er juin 1962. Un arrêt du Conseil d'État du 19 octobre 62 l'a annulé. Mais une loi votée moins de 15 jours avant l'ouverture du procès l'a rendu de nouveau légal. La cour militaire siège à Vincennes, dans une petite salle au rez-de-chaussée du Fort Neuf. Le prétoire est éclairé par des tubes luminescents qui donnent une lumière blanche et terne. Il n'y a pas de fenêtre et l'atmosphère n'est pas celle d'une cour d'assises, noble et solennelle, mais bien plutôt celle oppressante et contraignante d'un tribunal révolutionnaire. Alors, évidemment, ce tribunal révolutionnaire, comme dit Frédéric Potcher, n'a pas la faveur des médias. Il va être la cible de tous ses défenseurs. Et nous en parlerons tout à l'heure avec Emmanuel Pierrat, de ces avocats extraordinaires qui vont essayer de délégitimer le tribunal chargé de juger les conjurés. Parmi ces conjurés, il y en a un qui est plus important que les autres, bien sûr. C'est le chef de l'affaire. C'est Bastien Thierry qui se présente
présente en uniforme, il faut l'imaginer, grand droit, avec les cheveux coupés courts, les yeux très clairs, qui va faire des déclarations particulièrement précises. Et ces déclarations vont ramener le débat vers l'affaire centrale, c'est-à-dire vers la question de l'Algérie française. Voilà ce que dit Bastien Thierry au juge militaire chargé de juger l'affaire. L'action dont nous répondons aujourd'hui devant vous présente un caractère exceptionnel et nous vous demandons de croire que seuls des motifs d'un caractère également exceptionnel ont pu nous déterminer à l'entreprendre. Nous ne sommes ni des fascistes, ni des factieux, mais des Français nationaux, Français de souche ou Français de cœur, et ce sont les malheurs de la patrie qui nous ont conduits sur ces bancs. Je suis le chef de ceux qui sont ici, j'assume à ce titre toutes mes responsabilités et c'est pourquoi je parlerai au nom de mes camarades. Nos motifs sont liés aux conséquences de l'effroyable drame humain et national qui, à la suite des événements qui se sont déroulés en Algérie, ont mis en jeu la liberté, la vie, les biens de très nombreux Français. Nos motifs d'action sont liés aussi et par voie de conséquence au danger mortel à notre avis que fait courir à notre pays l'actuel pouvoir de fait. C'est intéressant cette notion de pouvoir de fait parce que là on ne remet plus seulement en cause la légitimité du tribunal mais carrément la légitimité du président de la République et du régime par suite des conditions dans lesquelles a été obtenu ce qu'on a osé appeler le règlement du problème algérien. Alors ce qui est assez inattendu dans ce procès qui va être littéralement semé de coups de théâtre incroyables, c'est que Bastien Thierry va en appeler à la religion. Nous nous gardons de vouloir transformer ce procès en procès religieux, dit-il, mais nous tenons à rappeler que les chrétiens que nous sommes ne seraient des criminels que s'ils avaient gravement enfreint l'un des commandements de Dieu. Et l'on va voir au cours du procès Bastien Thierry se référer à saint Thomas d'Aquin et à la théorie du tyrannicide. Alors on a déjà vu ça un certain nombre de fois dans l'histoire. La plupart des grands crimes de l'histoire se sont toujours abrités derrière ces fameuses phrases de saint Thomas d'Aquin qui expliquent que à partir du moment où le tyran qui est séditieux et nourrit dans le peuple des discordes et les séditions, disait saint Thomas d'Aquin, eh bien il serait du devoir du chrétien de débarrasser la société de ce tyran. Évidemment ça permet d'aller très loin. Les différentes audiences vont être émaillées d'incidents. On ira très loin puisque Maître Izorni ira jusqu'à insulter littéralement le tribunal, mais il n'empêche, en dépit de toutes les expertises, de tous les témoignages, de tout ce qui va bien pouvoir faire rebondir constamment ce procès du petit Clamart, le lundi 25 février, l'avocat général Gert Hofer prononce son réquisitoire et il réclame la mort pour Bastien Thierry, pour Bougrenet de la Tocnay, pour Buisine, et puis la réclusion criminelle pour Prévost, pour Bertin, etc. Pour un certain nombre des accusés, il réclame 20 ans de réclusion criminelle, 3 à 5 ans seulement pour Ducasse et une peine encore un peu plus légère pour Constantin. Les avocats, à leur tour, prennent la parole. C'est bien sûr Maître Tixier-Vignancourt qui parlera le dernier. Le général de Gaulle est un homme qui n'oublie pas, qui ne pardonne pas, qui ne console pas, si bien que nous vivons sous un régime qui fabrique de faux complots bimensuels, osera-t-il dire. Ça n'impressionne pas beaucoup les juges qui, en ce soir du 28 février, vont prononcer leur verdict. Bastien Thierry, Bougrenet de la Tocnay, Prévost sont condamnés à la peine de mort. Les deux derniers seront graciés par le général de Gaulle, mais Bastien Thierry sera bien fusillé le 11 mars au fort d'Ivry. La salve éclatera à 6h39 du matin. Bonjour Emmanuel Pierrat. Bonjour, vous êtes le conservateur du musée du barreau de Paris. Nous allons revenir avec vous dans un premier temps sur l'affaire de Clamart, bien sûr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Franck Ferrand reçoit Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris, écrivain, conservateur du musée du barreau de Paris et auteur d'un très beau livre, Les grands procès de l'histoire de l'affaire Troppmann, au procès d'Outreau, paru aux éditions de La Martinière. Alors pour bien faire, il aurait fallu consacrer au moins 2, peut-être même 3 heures à cette affaire du petit Clamart. Chaque inculpé présente un cas particulier et surtout, on est dans un cas de figure tout à fait intéressant, Emmanuel Pierrat, puisque la juridiction appelée à rendre le verdict n'est pas une juridiction ordinaire, c'est même le moins qu'on puisse dire. Non, c'est vrai que depuis, on va dire, la fin, ou presque la presque fin de la guerre d'Algérie, de ce qu'on appelait les événements de façon pudique,
avaient été créées des juridictions d'exception. Des juridictions qui étaient donc non pas arbitrées, tenues par des juges professionnels, qui ne se tenaient pas dans des palais de justice avec l'ensemble du dispositif habituel, mais qui se trouvaient, en l'occurrence, au fort de Vincennes pour ce qui sera de l'affaire du Petit Clamart, et qui avaient été constituées avec un régime hors norme dans lequel les droits de la défense, les droits des accusés étaient, on va dire, pour le moins restreints. Et c'est ce climat très particulier qui avait été mis en place surtout après le tentative du putsch d'Alger. C'est janvier 61, avril 61. On est dans le contexte des pouvoirs spéciaux. Il faut rappeler ça, c'est l'article 16 de la Constitution. L'article 16 de la Constitution qui autorise le président de la République en quelque sorte à s'affranchir de toutes les limites et à empiéter sur le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire, c'est-à-dire à réunir véritablement tous les pouvoirs en une seule main. C'est vraiment le fait du prince mis en application de façon présidentielle, en tout cas tel que vu sous la 5e République. Et le général de Gaulle décide de créer en avril 1961 une première juridiction d'exception qui est le Haut Tribunal militaire et qui est chargé de statuer sur le sort des putschistes. Les putschistes, ce sont les 4 généraux, en quelque sorte. Salangeau, Zeller. Voilà, ceux considérés comme les traîtres. Et puis également la centaine et des centaines de légionnaires, de parachutistes du premier REP, etc., qui ont participé à la tentative de putsch en 1961. Cette juridiction d'exception, évidemment, elle pose beaucoup de soucis. Et elle finira par avoir des difficultés, ne serait-ce que parce qu'elle ne permet pas, par exemple, de faire appel. Vous êtes condamné, avec généralement une justice assez expéditive, très rapide, par des juges militaires, et il est impossible, une fois que vous êtes condamné, d'obtenir une révision, un appel, de restatuer sur des faits nouveaux, et Dieu sait si l'enquête était parfois extrêmement sommaire. Et donc, le Conseil d'État déclare illégal, en 1962, ce type de juridiction. Le général de Gaulle n'en l'entend pas de cette oreille et décide de faire revoter par le Parlement une nouvelle loi qui permet la constitution d'une nouvelle instance particulière. Alors il y aura des débats juridiques assez compliqués. C'est quand même intéressant de voir que ce pouvoir gaullien du tout début de la Ve République se sera affronté au Sénat, ne l'oublions pas, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel. Enfin, on a l'impression que toutes les institutions de la République sont dressées contre le pouvoir d'un président de la République qui bénéficie maintenant quasiment de tous les pouvoirs depuis le putsch. Vous avez raison de le pointer, mais ce que dit le Conseil d'État, c'est qu'il dénonce la gravité des atteintes, je cite, portées aux principes généraux du droit pénal. C'est-à-dire qu'il dit, le Conseil d'État, qui est quand même pas une bande de joyeux progressistes, plutôt quelque chose d'assez conservateur et qui tient beaucoup quand même aux règles de procédure, dit là, cette fois-ci, nous retombons dans ce que nous dénonçons, c'est-à-dire une république qui serait bananière, sans droit, sans limite, etc. C'est très intéressant de revenir là-dessus parce qu'on est juste avant l'élection du président de la République au suffrage universel et on est dans une période un peu grise quand même. C'est début de la Ve République, on a eu tendance à l'oublier aujourd'hui. On a même tendance à idéaliser les fondements de la Ve République, mais ça a été très compliqué sur un plan judiciaire et sur le plan de l'état de droit. Et des libertés d'expression. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, en vertu de l'article 16, des pouvoirs particuliers spéciaux du président de la République, on peut interdire les journaux, on peut perquisitionner les maisons d'édition, les revues, on peut embastiller quasiment, pardon pour l'anachronisme, mais en tout cas arrêter immédiatement des écrivains, des journalistes, tout y passe, les écrivains, la littérature, les cinéastes, au motif que cela pourrait atteindre à la fois le moral des troupes et également, on va dire, les intérêts de la France. Et ça concerne aussi bien la bande dessinée qui arrive des États-Unis. Il y a une loi qui est votée, qui sera une loi contre les publications destinées à la jeunesse, qui portent des valeurs atlantistes. Donc on est dans quelque chose d'assez exotique pour nous aujourd'hui. Donc lutter contre Mickey qui arrive sur le sol européen, lutter de l'autre côté contre les publications des soviétiques et lutter contre les publications qui vont à l'encontre de la politique colonialiste, puis ensuite indépendantiste du général de Gaulle. Alors pour revenir à l'Algérie, à l'OAS, à l'insécurité générale de cette période. On est donc en présence d'une juridiction spéciale qui a été littéralement ressuscitée. On l'a relevée de ses cendres, cette juridiction, pour juger. Alors il y avait 15 personnes impliquées dans ce complot du Petit Clamart qui vient après l'attentat de Pont-Saint-Esprit. Et évidemment, il y en a 6 qui sont en fuite. Donc il n'y aura que 9 personnes dans le box. On a vu qu'au début même, il n'y en avait qu'une seule. Il y a beaucoup plus d'avocats que d'accusés dans cette affaire. Il y a beaucoup plus d'avocats, il y en a 19. Il faut dire que les avocats ont des sérieux clients à défendre, parce qu'on a quand même des gens qui ont un passé, on va dire, assez sécessionniste, militaire, d'engagement, de catholiques intégristes. Il y a la bande du Petit Clamart, c'est quand même, on va dire, pas des enfants de cœur. Ce sont des gens qui ont déjà eu pas mal maille à partir et qui savent donner le coup de poing, qui ont organisé leur attentat, encore une fois, en ayant pensé à l'échec de celui précédent.
précédent de Pont-sur-Seine. Et donc en ayant imaginé un stratagème encore plus compliqué. Donc, et l'affaire de Pont-sur-Seine n'est pas encore jugée quand il décide de passer à l'attaque. Oui, je disais Pont-Saint-Esprit tout à l'heure, c'est Pont-sur-Seine. Pont-Saint-Esprit, c'est une autre affaire judiciaire célèbre. Oui. Voilà. Mais c'est Pont-sur-Seine qui est sur la route pour aller à Colombey-les-Deux-Églises. Après Nogent-sur-Cerne. Et donc, ce procès, il a lieu par ailleurs donc avec 19 avocats pour un beaucoup moins grand nombre d'accusés. Et puis, il est limité dans le temps parce que la Cour de justice, elle a 40 jours, a dit la loi qui l'a créée, rétablie avec beaucoup de réticence. Le Parlement lui a donné 40 jours pour tout boucler, c'est-à-dire pour entendre tous les témoins, pour entendre les accusés et l'expert et rendre un verdict. Et ça va être très important dans la dramaturgie qui va se nouer d'un seul coup. Oui, tout ça est très tendu, bien entendu. On peut dire que le pays entier a les yeux braqués sur Vincennes, le fort de Vincennes où a lieu le procès. Dans ce climat très particulier que décrivait tout à l'heure la voix de Stentor de Frédéric Potcher, parmi les avocats, il faut quand même dire qu'il y a tout ce que le barreau compte, comment est-ce qu'on pourrait dire, de très à droite, d'une certaine manière. Beaucoup à droite, c'est vrai. Il y a la plaidoirie, enfin en tout cas le collectif des avocats est monté par Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Tixier-Vignancourt, c'est à la fois un très grand avocat et un avocat extrêmement engagé et marqué. Il sera candidat à la présidentielle contre le général de Gaulle. Plus tard, il sera le candidat d'extrême droite précédent Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen prendra en quelque sorte le relais. Il y a d'ailleurs Georges-Paul Wagner également, qui est un... Georges-Paul Wagner qui ensuite est devenu l'avocat du Front National dans les années 80-90. Et puis Maître Isorni qui avait défendu le maréchal Pétain, bien sûr. Évidemment. Et Jacques Isorni, immense avocat, mais défenseur du maréchal Pétain, qui a été très à la barre et impliqué dans les affaires de Brasillac et de Laval, qui est un avocat qui n'a pas sa langue dans sa poche, a eu déjà des problèmes avec la discipline de son ordre d'avocat, et on aura à nouveau à l'occasion de ce procès. Et puis on peut rajouter mon ami François Gibault, qui est quelqu'un qui est toujours vivant, qui est un avocat extraordinaire. Et qui, on va dire, a défendu au hasard le colonel Kadhafi et Bokassa. Donc ça donne une idée un peu du caractère très 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 particulier de la défense que François Gibault, qui est l'exécuteur testamentaire de Céline aussi, ce qui n'est pas complètement sans incidence. Il faudrait peut-être citer André Damien, que je salue très chaleureusement d'ailleurs. Nous aimons beaucoup André Damien, donc qui était maire de Versailles, grand avocat et un grand humaniste. L'astuce aussi de la défense, c'est d'être allé chercher délibérément un avocat ayant un nom à consonance juive et un avocat franc-maçon, de façon à essayer de faire dire à la Cour que devant eux se présente pour défendre les accusés du Petit Clamart un collectif qui représente le peuple de France, puisqu'on est dans l'idée du suffrage universel. Alors c'est un peuple un peu particulier, on trouve quand même, il faut les citer aussi, Jean-François Rambaud qui créera ensuite un très grand cabinet d'affaires, Rambaud-Martel, et puis Georges Flécheux qui sera bâtonnier de Paris ensuite. Donc ça fait quand même 19 avocats de haute volée, même si beaucoup sont engagés. Tous ces avocats vont essayer, et les plus grands maîtres, les premiers, vont essayer de mettre l'accent sur la légitimité très discutée de la Cour, en fait. Donc c'est un procès qui dépasse très largement le cadre purement judiciaire pour se hisser à un niveau qui est un niveau de politique générale. C'est ce qu'on appelle le procès de rupture, selon la théorie qu'en a tiré Jacques Vergès ensuite. Et c'est pas anodin parce que c'est une méthode que ces avocats ont apprise en regardant les avocats du FLN à l'œuvre devant les juridictions d'exception. On se retrouve dans un effet de miroir intéressant. Les combattants du FLN, donc les indépendantistes algériens, ont été arrêtés avec un régime spécial et jugés avec un régime spécial. Jacques Vergès, parmi leurs avocats, soulève tout de suite cette idée selon laquelle il y a une rupture d'égalité des armes parce que nous sommes devant une juridiction qui ne reconnaît pas comme étant légitime pour juger une défense ou une cause qu'il pense légitime. Il appelle ça la théorie donc du procès de rupture. Et il dit, en quelque sorte, comme vous n'êtes pas des juges légitimes, nous n'allons pas rentrer dans votre jeu. Et nous allons, on va dire, casser votre procès et non pas répondre sur le fond des accusations, mais vous accusez, vous, les juges. Et ce procès, cette façon de faire, François Gibault notamment, qui a été l'adversaire et Tixier-Vignancourt très fréquent de Jacques Vergès dans les procès des attentats commis par le FLN, ils étaient de l'autre côté, ils représentaient la famille de colons algériens, de familles françaises algériennes qui avaient été tuées par les FLN, l'ont apprise à tel point que François Gibault deviendra l'avocat de Jacques Vergès. Ça montre que les extrêmes peuvent se retrouver et s'attirer. Mais donc tous ces avocats très marqués à l'extrême droite ont appris
l'idée qu'on pouvait faire un procès de rupture et s'opposer à la légitimité même du tribunal. Et c'est ce que va faire Jacques Izorni, notamment de façon absolument spectaculaire, avec un coup d'audience, un éclat, un incident. Mais qui va lui porter préjudice quand même, en tout cas. Qui va lui porter préjudice, mais qui va quand même largement discréditer et malmener dans la presse et dans l'opinion publique le travail de la Cour. Le résultat, il est quand même sévère. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs condamnations à mort, il y aura des grâces présidentielles, mais enfin, on va fusiller Bastien Thierry. Oui, l'affaire est très simple, c'est-à-dire que les accusés sont mis sous une pression en quelque sorte du président de la Cour très importante. Ils doivent répondre. Qui lui-même est un général. Qui lui-même est un général. Donc on est devant de tenue par juridiction militaire, qui sont un tout petit peu moins humanistes, on va dire, que ne le seraient des juges habitués à traiter des victimes et tout un tas d'autres personnes. Et on se retrouve avec des accusés qui sont parfois exsangues à la fin des interrogatoires. Et à ce moment-là, les avocats demandent qu'il y ait des suspensions d'audience et qu'on puisse se ressaisir, aller boire un verre d'eau, etc., sortir de la salle d'audience, qui est quand même le fort de Vincennes, qui n'est pas un endroit qui donne envie de sourire. Et chaque fois que les avocats le demandent, le magistrat s'y oppose. L'avocat général, le procureur s'y oppose. Jacques Izorni finit par monter au créneau et par, en quelque sorte, injurier tout simplement la Cour. Évidemment, c'est un incident, un outrage à magistrat. Il sera poursuivi. Il demande à François Mitterrand, avocat à l'époque, de le défendre. François Mitterrand, qui a été ministre, mais qui porte toujours sa robe d'avocat, de le défendre. François Mitterrand est récusé par la Cour, qui dit qu'il est parlementaire et que donc ça n'est pas possible. Et donc on fait appel à Dix-Sévignan-Cour lui-même, qui défend un de ses coreligionnaires, en quelque sorte, à la barre. Et Jacques Izorni est expulsé des débats, radié pour 3 ans du barreau, et tous les avocats chantent « Ce n'est qu'un au revoir » au moment où ils quittent la salle d'audience. Voilà ce qu'on peut appeler, dans le jargon de la basoche, une très belle affaire. Une très belle affaire. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, au cœur de l'histoire est consacré à l'attentat du Petit Clamart. Vous recevez Franck Ferrand, Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris, écrivain, conservateur du musée du barreau de Paris et auteur du sublime livre Les grands procès de l'histoire, de l'affaire Troppmann au procès d'Outreau, paru aux éditions de La Martinière. On pourrait parler encore bien longtemps de ce procès de l'attentat du Petit Clamart, mais ce que je voudrais surtout, c'est que nous prenions le temps, Emmanuel Pierrat, de feuilleter avec vous ce très bel ouvrage qui nous montre certaines des plus belles pièces de ce musée du barreau de Paris. Dites-nous ce que c'est que ce musée, peut-être. Le musée du barreau de Paris appartient, comme son nom l'indique, au barreau de Paris, c'est-à-dire aux avocats parisiens. Il est installé rue du Jour dans un très joli hôtel particulier du XVIIe siècle qui s'appelle l'Hôtel de la Porte, et il présente des collections historiques qui remontent, on va dire, en partie, notamment au procès de Marie-Antoinette de Louis XVI, dont nous possédons toutes les archives, en passant par toutes les grandes affaires qui ont jalonné l'histoire de France. Et donc le projet de ce livre, il est né en partie de ces collections dont je suis le conservateur, et avec Cindy Gérassi, mon assistante, qui est docteur en histoire, nous sommes passionnés par la façon dont ces grandes affaires, qui vont jusqu'à Outreau, qui démarrent au XIXe siècle pour nous, parce qu'on a choisi de les montrer sous l'angle notamment de la photographie. L'apparition de la photographie sur la scène du fait divers et la salle d'audience nous semblait intéressante à montrer. Ça donne une autre vision de la justice, et ça nous a permis donc de passer à la fois par l'affaire Kravchenko, Stavisky, oui. des grands assassins, Landru, le docteur Petiot évidemment, oui. Marie Bénard, Violette Nozière. Donc, en gros, on s'est fait un peu plaisir et on en a appris beaucoup, parce que ce sont des documents inédits que nous avons édités, exposés pour la première fois. Des images qui n'avaient jamais été vues, des notes, des manuscrits, des procès-verbaux, des interrogatoires, des pièces à conviction qui avaient été écartées. Vous avez parfois des donations spectaculaires. Nous bénéficions de legs et de donations spectaculaires. Je parlais tout à l'heure de Jacques Vergès. Nous avons recueilli toutes ces archives professionnelles, c'est-à-dire 50 ans de procès, dont Omar Haddad, dont évidemment Klaus Barbie, dont la défense du FLN, dont Cheyenne Brando, la fille de Marlon Brando. Autrement dit, on va dire de très belles affaires, comme on dit effectivement dans mon jargon. Alors, qu'est-ce qui fait une belle affaire ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, en dehors du Petit Clamart, qui était un procès hyper politique ? Qu'est-ce qui va faire que, dans un prétoire, d'un seul coup, la tension monte et que on a l'impression que se joue un moment d'histoire ? Il y a plusieurs éléments. Évidemment, il faut que le fait divers, ou en tout cas ce pourquoi, d'un seul coup, il y a jugement, pose une question de fond de société. Les procès bon fait, bon temps que je raconte sont des procès qui mettent en accusation la peine de mort. La légitimité que peut avoir l'être humain à tuer quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait une résonance avec la société, avec les grandes questions qu'elle se pose. Bien sûr, nous avons choisi de l'illustrer ce livre notamment avec Gisèle Halimi à Bobigny, et le procès donc de l'avortement illégal, où Gisèle Halimi va
porter la cause des femmes et obtenir en quelque sorte, par cet effet de manche, ce procès qui va contre la loi, véritablement, la possibilité pour Simone Veil ensuite d'apporter à la Parlement national le fait de voter l'IVG. Donc c'est aussi les affaires Dreyfus, évidemment, qui posent la question au-delà de savoir si ou non un militaire français a pu trahir la cause de la... Là, on revient dans le procès politique. On revient dans le procès politique. On revient aussi dans le procès de l'antisémitisme, qui naît dans le procès qui fait apparaître les intellectuels sur la scène judiciaire et s'emparer des questions de société. C'est la première fois que les grands intellectuels s'empoignent pour donner leur avis et qu'ils ne quitteront plus les plateaux ensuite de télévision, les studios de radio et les salles d'audience. Donc ce sont des procès dans lesquels il y a un enjeu important et puis un effet de théâtralité à l'audience extrêmement important. Et ça dépend de la personnalité de l'accusé, bien entendu, mais aussi, et on l'a prouvé tout à l'heure, de celle de ses défenseurs, puisque les grands ténors du barreau vont jouer un rôle essentiel dans la tournure que prend un procès. Bien sûr, ce livre est un hommage, on va dire, à l'effet de manche, aux grands avocats qui vont être capables, notamment dans l'affaire de Marie Bénard, par exemple, de mettre les expertises en doute en disant, monsieur l'expert, ce que vous avez analysé, c'est non pas l'arsenic qui aurait été mis par ma cliente dans le corps de ses victimes, mais c'est l'arsenic qui était dans le cimetière et dans la terre et qui a imbibé les cadavres qui avaient été déposés. Donc c'est l'arsenic qui est coupable vient de la terre du cimetière et non pas de ma cliente, etc. Donc ce sont des moments de retournement d'audience à outro, évidemment. Les grandes affaires où aussi les experts avaient dit vous avez des expertises de femmes de ménage parce que nous sommes payés comme des femmes de ménage pour expliquer qu'ils avaient accordé crédit à tout et à n'importe quoi et envoyé une quinzaine d'honnêtes citoyens en prison juste parce qu'ils n'avaient pas envie de faire plus de travail que ça. Ces moments extraordinaires sont remis en cause et mis en lumière par des avocats qui pensent que le droit doit dépasser en quelque sorte ces petits inconvénients quotidiens que nous racontent certains gens de justice. Je tombe là sur l'affaire Pierre Goldman, une affaire tout à fait incroyable, relativement oubliée du milieu des années 70. Il n'y a pas que des affaires célébrissimes dans ce recueil. L'affaire Goldman, je l'aime beaucoup, parce qu'elle montre aussi, c'est le frère de Jean-Jacques Goldman, oui. Le célèbre chanteur qui a été assassiné, mais qui, avant d'être assassiné, s'était engagé dans une lutte très violente pour l'extrême gauche, dans différents mouvements, et en était arrivé à tuer dans une attaque de pharmacie boulevard Richard Lenoir à Paris à côté de la place de la Bastille, 2 pharmaciennes. Ça a été un moment malheureux, je pense qu'il n'avait pas prévu au début de les tuer. En tout cas, le résultat c'est qu'il les tue, qu'il prend la fuite, qu'il sera arrêté, qu'il sera rejugé, il sera condamné, il ira en cassation, le procès sera cassé et renvoyé devant une autre cour d'assises et c'est Georges Kiechmann qui plaidera pour lui. C'est une affaire qui est la révélatrice véritablement d'une époque, de la façon dont la lutte armée politique devient armée et dont l'idéologie d'extrême gauche va créer une folie meurtrière qui s'est répandue jusqu'à Action Directe dans les années 90. On se dit que ça ferait énormément de belles émissions, tout ça, bien entendu. Mais je suis à votre disposition, Franck, pour en faire autant que vous voulez. Nous plaiderons. On pourrait monter toute une série sur ces grands procès qui ont marqué l'histoire, bien entendu, et qui ont fait évoluer un peu le droit. Vous parliez de Violette Nozière, c'est un beau cas, puisque ça concerne, on va dire, toute l'intelligentsia d'une époque, Violette Nozière est un procès fascinant. Il faut expliquer en 2 mots. Bien sûr. Oui. Violette Nozière, c'est la parricide, c'est-à-dire qu'elle commet quelque chose qui paraît absolument incroyable et le sommet de l'abomination. Dans les années 30, nous sommes avant la boucherie et la Shoah et tout ce que le XXe siècle a pu connaître de plus terrible. Et donc on est juste avant, on peut dire. On est juste avant. Et la chose qui est considérée comme la plus immonde et la plus ignoble, à l'époque, c'est le parricide. C'est véritablement tuer ses parents. C'est ce dont Violette Nozière est accusée. Et c'est ce qu'on va dire, elle a réellement fait. Sauf que les choses prennent une autre tournure. Très très vite, Violette Nozière dit « mon père me violait ». Violette Nozière commence à faire le procès de ses parents et à expliquer pourquoi elle en est arrivée à un geste aussi extrémiste. Et cette femme qui a une façon de se tenir, de parler, de s'habiller, de répondre, d'être stoïque face à un nombre d'accusateurs absolument incroyables, va fasciner les surréalistes. Louis Aragon lui vouera une admiration incroyable et entraînera à l'audience André Breton et tous les pères du surréalisme. Ça devient un spectacle. Ça devient un spectacle pour poètes, pour littérateurs, pour écrivains et évidemment pour journalistes. Les grands procès de l'histoire de l'affaire Troppmann au procès d'Outreau. C'est un très beau livre, passionnant, très riche, aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et dans un instant, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question d'Aurélien sur les origines du titre de garde des Sceaux. Retour en 1972 sur Europe 1 avec Heart of Gold de Neil Young sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et avec la question d'Aurélien posée via la fanpage Facebook de l'émission, pourquoi les ministres de la Justice s'appellent-ils garde des Sceaux ? Là, au moins, c'est une question qui appelle une réponse toute simple. Vous savez ce que sont les sceaux, bien entendu, cette empreinte qui prouve l'authenticité d'un document. C'est un principe extrêmement vieux, presque aussi vieux que l'humanité. Les premiers sceaux dont on dispose, ils sont à base d'argile et ils remontent au 4e et même au 5e millénaire avant notre ère. Vous imaginez ? Au Moyen-Âge, les sceaux deviennent extrêmement importants puisqu'ils font littéralement office de signature et c'est le 3 juillet 1194 que le roi Philippe Auguste va créer la fonction de garde des sceaux, comme son nom l'indique. Alors, il faut vous dire qu'il vient de subir une lourde défaite face à Richard Cœur de Lion, près de la forêt de Fredval. Donc, le roi de France, à ce moment-là, a perdu une partie de son trésor, de ses archives, et il va confier à l'évêque de Senlis, qui s'appelle Nicolas Guérin, le soin de reconstituer des archives. En 1203, Nicolas Guérin devient officiellement garde des sceaux, avec pour mission de conserver les archives royales, mais aussi les sceaux. C'est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'on confond en quelque sorte le garde des sceaux avec le ministre de la Justice ? Eh bien parce que, selon le principe de souveraineté du peuple, le titre de garde des sceaux a été attribué au moment de la Révolution au ministre de la Justice, puisque désormais ce pouvoir émane du peuple et non plus du roi. On a conservé
conservé l'appellation médiévale. Le ministre de la Justice, depuis 1848, est dépositaire lui-même du grand sceau de France, qui est le symbole même de la République. Vous savez que ce sceau, il est encore utilisé aujourd'hui pour sceller tous les actes constitutionnels. Les plus connus, bien entendu, c'est la Constitution de 1958 ou l'abolition de la peine de mort, par exemple, en 1981. Il faut aller voir ces sceaux et la presse qui va avec au ministère de la Justice, place Vendôme.